Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va parler de méditer dans la nature. Pour cela j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Pierre Lançon. Alors Pierre Lançon a pratiqué la méditation dans la tradition tibétaine pendant plus de 20 ans, donc 4 années en retraite individuelle. Ensuite, Pierre a l'intuition qu'il doit quitter son centre bouddhiste pour continuer son cheminement spirituel. Il ressent l'appel de la nature. Il va alors faire plusieurs immersions en solitude dans la nature sauvage. Ces périodes au cœur du vivant vont profondément transformer son rapport au monde. Pour lui, revenir à la nature, c'est revenir à notre cœur et retrouver notre place au cœur du vivant, au sein du vivant. Alors dans cet entretien que j'ai eu avec Pierre sous forme de questions-réponses, Pierre partage son cheminement, son expérience de vie. Alors cet entretien, je vous le propose en 3 épisodes. Il a duré plus de 2 heures. Il a aussi donné lieu à la publication d'un livre, Méditer dans la nature, livre que vous pouvez dès à présent trouver sur Amazon. Donc il vous suffit de faire une recherche Méditer dans la nature, livre de Pierre Lançon, pour découvrir cet ouvrage où l'on découvre l'expérience de Pierre, son parcours, mais aussi des conseils très pratiques pour se ressourcer dans la nature, pour se retrouver, pour méditer au cœur du vivant. L'épisode d'aujourd'hui est disponible au format audio et vidéo. Et pour la vidéo, j'ai été retrouver Pierre, mais ce jour-là, je n'avais pas pris ma caméra, j'avais pensé prendre ma caméra, mais elle n'était pas dans mon sac. Donc j'ai dû le filmer avec la caméra de l'ordinateur, donc le cadrage, la lumière n'est pas idéal, mais le son est bon, c'est l'essentiel. Donc j'ai décidé tout de même de garder le format vidéo et de le partager aussi avec vous sur YouTube. Donc je vous laisse découvrir la première partie de mon entretien avec Pierre Lançon. Tu as dit que revenir à la nature, c'est revenir à notre cœur et retrouver notre place au sein du vivant. Peux-tu parler d'une expérience que tu as vécue dans la nature ? Bonjour Moutassem, je suis très heureux de participer à cet échange. L'expérience que j'ai envie de relater, elle est récente, elle date seulement d'1 année. L'année dernière, je suis donc allé faire une retraite d'1 mois en solitude dans la nature. C'était sur les contreforts du Colorado. J'étais allé voir un enseignant, guide, qui organise des retraites dans la nature depuis plus de 60 ans, qui s'appelle John Milton aux États-Unis. Et donc j'ai pu avoir la chance de faire cette retraite dans ces terres sauvages, avec des ours, avec des pumas, avec des serpents, avec toutes sortes d'animaux sauvages. Et cette retraite d'1 mois a véritablement été pour moi comme la confirmation de ce que j'avais commencé à intuiter depuis un certain nombre d'années. Que je résumerai peut-être en un mot, qui est le pouvoir de la solitude dans la nature. Et comment est-ce que se retrouver seul, immergé dans le monde naturel, m'a immensément aidé à me reconnecter à moi-même et en particulier à me reconnecter à mon cœur. Et c'est dans cet univers naturel, avec tout ce qu'il contient, que je me suis vraiment senti revivre en tant qu'être humain, et que j'ai vraiment eu le sentiment de retrouver ma place d'être humain, non pas comme une espèce plus grande, meilleure ou supérieure que le reste de la vie, mais à égale distance du centre, retrouver ma place sur le cercle de la vie. Et cette retraite a été véritablement fondatrice, car elle m'a donné aussi une vision pour comment est-ce que je souhaite continuer ma vie spirituelle et ma vie en général. Comment se prépare-t-on à une telle retraite ?
Pour venir dans cette retraite d'un mois, tout le monde devait avoir une expérience déjà de retraite dans la nature d'au moins 8 jours en solitude. Ça s'est passé très simplement, nous étions seulement 3. Nous avons rencontré John, discuté avec lui. Nous avons préparé notre matériel et nos provisions pendant 2 jours. Et puis après, chacun, nous nous sommes installés sur un lieu en solitude, dans la nature, à distance les uns des autres. Voilà, pour ne pas qu'il y ait d'interaction ni visuelle ni auditive d'aucune sorte, qu'on soit vraiment en solitude. Et nous sommes restés ainsi sur ce lieu, sans en bouger, pendant 1 mois. Et seulement 1 fois par semaine, nous pouvions aller voir John pour parler avec lui de notre expérience. À quoi ressemblait le lieu de nature où tu as passé toutes ces journées? Oui, alors moi, mon lieu de retraite se situait... j'avais 2 lieux, un lieu pour le matin, un lieu pour l'après-midi qui était dans mon cercle. Le lieu du matin était dans une forme de petite pinède avec des pins, alors les pins qu'on trouve aux États-Unis, là-bas en particulier. Et le lieu de l'après-midi, comme il faisait un peu chaud, je descendais au bord de la rivière, j'avais un petit espace et c'est là que je passais toute mon après-midi à méditer à côté de la rivière. As-tu ressenti une évolution au cours de ces 30 jours? Tout à fait. La première semaine, j'ai eu beaucoup de peurs qui sont remontées, notamment face à un monde sauvage que je ne connaissais pas, notamment la présence de l'ours noir, par exemple, et du puma. Je savais qu'ils étaient présents. Et la première semaine, j'ai souvent attendu l'ours. Et jusqu'au jour, à la fin de la première semaine, je méditais au soleil couchant à côté de mon arbre et j'ai senti une présence dans mon dos. Et je me suis retourné et à quelques mètres de moi, il y avait une maman ours avec son ourson. Et comme je sais que les ours n'y voient pas beaucoup mais entendent bien et sentent bien, j'ai juste manifesté ma présence pour qu'elle ne soit pas surprise. J'ai juste fait « Hello, I'm here ». Et à ce moment-là, la maman ours a levé la tête, reniflé, elle m'a senti et très simplement et très tranquillement, elle m'a contourné en passant un tout petit peu en contrebas, mais sans du tout se stresser ni se sentir agressé d'aucune façon. Et ça a été une rencontre qui m'a tout de suite apaisé. Et après ça, je me suis rendu compte que mes peurs étaient complètement irrationnelles et que dans le monde sauvage, bien sûr, il y a des règles qui sont à respecter. Comme par exemple, il ne serait pas forcément judicieux de ma part de me mettre entre la maman ours et son ourson. Et que si on ne respecte pas les règles du monde sauvage, on peut être en danger. Par contre, si l'on respecte ces règles, et cela demande de la présence, car vivre dans le monde sauvage de ce fait nous demande notre présence, si l'on respecte ces règles, on peut vivre en harmonie, en paix. Parfois aussi, il y a eu des moments où la peur a de nouveau surgi, notamment lors des orages. Et lorsqu'il y a un orage, on se sent très vulnérable. On se sent très vulnérable parce qu'on se dit que la foudre peut tomber n'importe quand, n'importe où. Et effectivement, j'ai eu une nuit, un éclair qui est tombé à 500 mètres peut-être de ma tente, puisqu'il n'y avait même pas une seconde qui s'est produite entre la lumière et le son. Et en fait, vivre dans le monde sauvage nous reconnecte à une forme de réalité qui fait que notre vie est fragile, soumise à toutes sortes d'aléas que nous ne maîtrisons pas. Et pour moi, ça a été un grand enseignement, un grand rappel de l'impermanence. Nous pouvons mourir à chaque instant, mais dans nos vies modernes confortables, tendent à nous faire oublier cette réalité avec toujours plus de sécurité. On vit dans des maisons fermées, la nuit on ne sort pas, etc. Ce qui peut nous donner l'impression qu'on n'est plus non plus connecté à la météo, les aléas de la météo. Finalement, on peut passer toute une année de sa vie sans être connecté aux saisons, sans s'apercevoir qu'il parfois il fait froid, parfois il fait chaud, la température est tout le temps constante. Et en fait, c'est une illusion de sécurité,
car on sait bien que on peut mourir n'importe quand d'un accident, d'une maladie. Cette idée qu'on va vivre jusqu'à 90 ans est juste une illusion, car la réalité c'est que la durée de la vie est incertaine. Et vivre dans la nature nous connecte avec cette incertitude, nous connecte avec cette impermanence, avec cette fragilité, et c'est ce qui donne d'autant plus d'intensité à notre vie, à la façon dont on la vit. C'est parce qu'on se rend compte qu'elle est éphémère, qu'on a le temps qui nous reste est finalement inconnu, incertain, et qu'est-ce que je peux vraiment faire dans ce temps-là qui est connu, qui est incertain. Donc ça, c'est un des enseignements, mais il y en a beaucoup d'autres que le monde sauvage, que vivre dans le monde sauvage nous donne. C'est de la même façon, chaque matin quand je me levais, je scrutais la météo en me demandant s'il allait y avoir des orages ou pas d'orages, et cela m'a connecté à cette incapacité de contrôler quoi que ce soit face au monde sauvage. C'est pas moi qui vais décider si l'orage va arriver ou va ne pas arriver. J'ai juste à être résilient, à savoir m'adapter à ces circonstances, et ce sont véritablement des grands enseignements, le fait de vivre dans ce contexte. Est-ce que le jeune Pierre s'imaginait vivre une telle expérience ? Alors, il y a 30 ans, j'en avais 13. Ouais, donc, non, je ne me serais jamais imaginé vivre cette expérience au début de mon chemin. En fait, bizarrement, mon chemin n'a pas commencé comme un certain nombre de personnes, soit par une révélation, soit par une grande souffrance. J'ai juste eu quelque chose qui a commencé à s'éveiller en moi à la sortie de mon adolescence, donc quand j'ai commencé à avoir 18 ans. Mais rien de particulièrement remarquable, pas eu d'expérience révélatrice, pas eu de rencontre révélatrice. Mon père était pratiquant de la tradition bouddhiste, et c'est vrai que pendant mon adolescence, de temps en temps, je regardais un petit peu de quoi ça parlait, mais j'étais trop pris par d'autres choses à cette époque. Et puis un jour, j'ai lu un peu plus attentivement un livre avec le Dalai Lama. Et tout de suite, quand j'ai lu le livre, il y a quelque chose qui m'a parlé. Et de ce fait, j'ai commencé à poser quelques questions à mon père, puisque lui était pratiquant. Mais très rapidement, il m'a dit, écoute, si tu veux en savoir plus, va faire ton expérience. À l'époque, j'étais étudiant à Lyon, et il y avait un petit centre de méditation bouddhiste, en particulier rattaché à la tradition du bouddhisme tibétain. Il m'a dit, va visiter ce lieu, puis tu feras ton expérience. Et je me souviens très bien de ce moment où j'étais étudiant en école d'ingénieur à Lyon, et c'était la première fois où j'allais dans ce lieu qui se situait rue des Marronniers, qui est la rue des Bouchons à Lyon, une des rues des Bouchons. Et je rentre dans une vieille cour et je monte les escaliers d'un vieil immeuble. Je me demandais, mais dans quoi est-ce que je vais tomber ? Je me souviens la première fois où j'ai tapé à la porte de ce mini temple de ville. Quelqu'un est venu m'ouvrir. Voilà, je lui ai dit, je suis nouveau, j'aimerais découvrir. Et à l'époque, ce qu'il faisait, c'est que pour les personnes comme moi qui arrivaient, il proposait un petit entretien pour introduire la méditation en quelques minutes, individuelle. Et donc, je me suis assis en face de cette personne. Et sa présence, son regard m'a tout de suite mis à l'aise, m'a tout de suite donné confiance. D'ailleurs, je l'en remercie beaucoup. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter ce lieu, méditer régulièrement, écouter les enseignements bouddhistes des lamas qui venaient visiter ce lieu. Et au plus je me reliais à ça, au plus il y avait quelque chose en moi qui brûlait, une inspiration qui arrivait. Et jusqu'au moment où, avant même la fin de mes études, je me suis rendu compte que ce qui comptait pour moi, c'était vraiment de consacrer du temps à ça. Et en particulier, j'avais en tête la fameuse retraite de 3 ans
que l'on fait dans le cadre de cette tradition. J'ai donc terminé mes études et puis mes parents m'ont dit attends, déjà tu devrais tester la vie normale, voilà, t'as pas fait tout ça pour rien. Tu fais donc des études D'ingénieur, bon, voilà, en génie électrique, rien de passionnant. Et lorsque j'ai terminé ces études, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur pendant 7 mois. Et je le savais déjà avant, mais ça a suffi pour me conforter, confirmer dans mon choix. Au bout de 7 mois, je suis allé voir mon directeur, je me souviens, je lui ai dit écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais démissionner, c'est pas que je vais aller à la concurrence, c'est juste que je vais aller vivre dans un centre bouddhiste en Savoie. Il m'a regardé avec des gros yeux comme ça, il m'a dit bon, ben pourquoi pas. Et puis du coup, dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai déménagé, j'ai dit au revoir à mes amis. Je suis aussi entré dans le processus de séparation de la compagne avec laquelle j'étais, puisque du coup les deux vies devenaient plus difficilement compatibles. Et j'ai commencé cette parenthèse de ma vie qui a duré 14 ans, où j'ai vécu dans le centre bouddhiste Karmaling en Savoie. Est-ce que tu as ressenti une résistance en toi avant de te lancer dans cette voie de 3 ans? Non, aucune. En fait, naturellement, depuis que je suis tout jeune, j'ai tendance à me laisser porter par mes intuitions, sans trop réaliser d'ailleurs ce que ça va engendrer ou impacter. Et du coup, comme ce n'était pas une décision mentale, mais quelque chose qui venait du cœur, voire même de plus bas, je me suis posé aucune question. J'ai eu la chance que mes parents me soutiennent dans ce choix, ne me posent pas de résistance et me soutiennent. Donc ça a été une chance énorme pour moi, un soutien énorme de pouvoir avoir leur encouragement. Donc après 7 mois dans le monde du travail, tu décides finalement de faire le pas et de quitter la voie classique pour vivre dans un centre bouddhiste. Y a-t-il eu un élément déclencheur qui a précipité ce choix? Non, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur puisque je le sentais déjà avant. C'est juste que parfois il faut... Tu t'es dit je vais quand même tester la voie classique. C'était testé pour être... Parce que souvent on peut avoir des a priori et c'est important de tester avant de dire les choses. Donc j'ai effectivement testé, j'ai vu, j'ai senti que dans ma vie j'ai jamais été attiré ni par le pouvoir, ni par les postes de hiérarchie, ni par l'argent, ni toute cette dimension-là. Et j'ai senti que je voulais consacrer l'énergie de ma jeunesse à cette recherche. Et je me souviens très bien du premier jour où je suis arrivé. C'était un 1er octobre 1999. Il pleuvait, il faisait nuit et personne ne m'attendait dans le centre puisque l'organisation n'était pas très bien faite. Et moi j'arrivais avec toutes mes affaires pour m'installer pour une vie. En tout cas pour un temps indéterminé. Alors je me suis dit où est-ce que je vais dormir cette nuit, et je savais que dans le centre de retraite courte durée il y avait des cellules qui étaient disponibles, et je suis monté avec mes affaires. Je me suis dit je vais au moins passer la première nuit dans une de ces cellules. J'aimais beaucoup le lieu parce que c'était le lieu qui était le plus en hauteur du centre bouddhiste, donc et j'ai vécu 2 ans dans cette petite cellule avant ma retraite de 3 ans, et j'ai été extrêmement heureux de vivre dans cette... En fait, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir nagé dans un grand bonheur pendant ces 2 années, au sens où me connecter à quelque chose qui avait pleinement du sens. Alors, j'ai eu la chance aussi très rapidement quand je suis arrivé d'avoir une bonne connexion avec le lama dirigeant le lieu. C'était un lama occidental qui avait étudié en Inde, qui avait fait la retraite de 3 ans et qui avait été mis comme responsable de ce centre par son propre lama, Kalo Rinpoche, qui avait fondé le lieu. Et c'est vrai que j'ai eu une bonne connexion avec lui dès le début, et je suis très rapidement devenu son secrétaire personnel.
Ce qui était pour moi une grande chance, parce que j'étais au contact de ces enseignements tout le temps, au contact de l'enseignement tout court, et je me suis vraiment nourri de ce nectar pendant ces 2 premières années, de cette inspiration. Et ce qui m'a permis de bien préparer cette longue retraite. Donc, nous avons notamment été en 2001 dans La différence, c'est que de cette retraite temporaire, c'est-à-dire que tu sortais parfois du centre. Alors là, quand je suis allé à Karmaling, c'était pas une retraite, c'était une vie. Vivre dans la communauté bouddhiste de Karmaling, avec chacun, comme les personnes de cette communauté, ayant une activité au sein de la communauté. Certains travaillaient à la cuisine, d'autres à la communication, d'autres à l'accueil, pour accueillir les stages, etc. etc. Donc c'était ma vie, je vivais là-bas, je travaillais là-bas, je mangeais là-bas. Donc ce qui est un petit peu différent ensuite de la retraite que j'ai faite, où là, c'était dans un périmètre fermé, avec une palissade et avec un programme de pratique qui a duré 3 ans et demi, et dans lequel on pratiquait toute la journée, du matin, 5 heures du matin, jusqu'au soir à 23 heures, avec des pratiques qui changeaient au fur et à mesure des 3 ans. C'était quoi une journée type? Alors, en retraite? Oui. Une journée type en retraite, on se levait le matin à 5 heures. Alors, quand je dis on se levait, on était déjà plus ou moins debout, puisqu'on dormait dans des caisses qui nous servaient aussi de caisses de méditation. On n'avait pas de lit, donc en fait on dormait plus ou moins assis, on peut dire. Et puis il y avait une petite cloche qui passait devant la cellule, et elle restait devant la cellule tant qu'on n'allumait pas la lumière. Et puis dès qu'on allumait la lumière, on devait tout de suite commencer par des pratiques matinales dès le réveil, qui nous amenaient jusqu'à 7 heures. Ensuite, de 7h30 à 9h, on avait un rituel ensemble dans le temple. On chantait, psalmodiait, des instruments, comme dans les rituels tibétains. Puis de 9h à 10h, c'était la pause petit déjeuner. Ensuite, de 10h à midi et demi, on avait de nouveau une session de pratique en cellule. De midi et demi à 14h30, c'était le moment du repas, la pause repas et de tout ce qu'il pouvait y avoir à faire entre les repas, dans les tâches collectives et d'autres. Et puis, de 14h30 à 16h, on avait de nouveau un temps de pratique individuelle en cellule. De 16h à 17h, on avait un temps de yoga collectif. En particulier, on faisait des yogas de la tradition tibétaine. Et puis de 17h30 à 19h, on avait un autre rituel ensemble dans le temple. De 19h à 20h, on avait 1 heure de pause pour le repas du soir. Et ensuite, de 20h à 23h, on avait de nouveau des temps de pratique en cellule, qui incluaient différentes choses. Et grosso modo, une fois qu'on avait vidé nos bols d'offrande sur l'autel, parce que chaque matin on les remplissait avec de l'eau, et qu'on avait conclu tout ce qu'il y avait à conclure, on pouvait s'endormir vers les 23 heures. Et pas d'échange entre vous? Si, bien sûr, sauf à certaines périodes, on a été en silence, mais c'était quelques périodes pendant la retraite. Sinon, pendant nos pauses, on pouvait parler entre nous, échanger entre nous. Moi, j'avais des amis très proches qui étaient italiens, et j'allais souvent boire le café chez mes amis italiens qui avaient souvent du bon café. Après, justement, le fait qu'il y ait des échanges a aussi amené parfois des tensions ou des difficultés, parce que on était 12 garçons tout le temps entre nous. Donc on peut imaginer que les relations ne sont pas toujours faciles, et comme on ne peut pas en plus, entre guillemets, sortir, s'échapper, du coup, quand ça ne va pas avec quelqu'un, on le retrouve le midi, on le retrouve le soir, on le retrouve le lendemain. Donc il y a une intensité dans la relation qui demande vraiment un véritable travail sur soi. Quelle a été pour toi la plus grande difficulté durant ces 3 ans de retraite? Je crois que la plus grosse difficulté pour moi n'a pas été le programme, les horaires, mais justement a été la dimension relationnelle. Et à l'époque, j'avais tendance à vouloir
ne pas vouloir le conflit ou essayer que les choses se passent toujours bien. Mais parfois, cette stratégie fait que l'on ne règle pas véritablement les problèmes parce qu'on n'arrive pas à communiquer véritablement ce qui ne va pas ou ce qu'on aimerait voir changer. Et du coup, les choses perdurent et continuent. Et puis aussi parce qu'il y a eu, alors moi j'en ai pas vécu personnellement, mais entre certains retraitants, il y a eu parfois des violentes tensions. Et en fait, dans ce microcosme très fermé, forcément, ça impacte les autres. Et il y avait des personnes qui vivaient dans de grandes souffrances, qui ont vécu de grandes souffrances, et de ce fait, ça a impacté aussi notre vie. Donc je dirais que cette dimension relationnelle a été peut-être l'élément le plus, qui a demandé plus de défis, de challenges à vivre. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis je suis prêt à partir? Non, l'idée n'a jamais traversé l'esprit. Quel est l'intérêt quelle est la différence entre vivre dans un monastère et faire une retraite? Est-ce qu'il y a une intention différente? Vivre dans un monastère, c'est partager une vie communautaire avec des gens qui ont une même motivation et qui ont une même aspiration. La retraite dans cette vie, on est amené à travailler normalement et à avoir somme toute une vie normale, même si le cadre change. Une retraite, c'est vraiment un temps dédié pour la pratique, dans lequel on ne fait que ça. Donc c'est vraiment un temps d'immersion profond dans l'expérience, où on dédie toute son énergie à la pratique spirituelle. Comment a évolué ta pratique durant ces 3 années de retraite? Quels sont les changements que tu as ressentis? Oui, bien sûr, il y a clairement des choses qui se sont raffinées, qui se sont approfondies avec les 3 ans. Mais surtout, j'ai pris conscience de ce qui s'était passé après être sorti de la retraite, puisque après 3 ans de retraite comme ça, il y a un gros processus de digestion. Et on se rend compte comment tout ce qui a été vécu et intégré se manifeste dans sa vie quotidienne dans les mois qui suivent la fin de la retraite, parce qu'on ne réagit plus de la même façon, parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon, etc. Donc je pense que j'ai vraiment pris conscience des bienfaits de la retraite, surtout en sortant. Et comment évolue la pratique de la méditation dans le contexte de la retraite? Alors, en fait, par rapport à ce qui est de la méditation, bon, déjà j'avais commencé à méditer depuis déjà quelques années avant d'entrer en retraite, ce qui était même un prérequis. La particularité de la tradition bouddhiste tibétaine, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes. Beaucoup de méthodes variées. Et un des objectifs de ces retraites, c'était justement de pouvoir découvrir différents types de méthodes et de pratiques pour sentir un petit peu là où on avait plus d'affinité. Donc on ne restait pas trop longtemps sur une même méthode et sur une même pratique, même si toutes les pratiques en soi se rejoignent ultimement, mais plutôt on restait 1 mois ou 2 mois à pratiquer ceci, puis à pratiquer cela. Du coup, pour ce qui est de la pratique essentielle, bien sûr, j'ai pu voir une évolution entre, par exemple, la première année où on a des temps de pratique informelle en silence, et puis la dernière année où de nouveau on a des temps de pratique informelle en silence. Mais entre-temps, on a fait beaucoup de pratiques variées qui utilisent des visualisations, yoga de l'énergie, récitation de mantras, etc. Donc qui sont des méthodes particulières à cette tradition. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que aussi, oui, à la fin de la retraite, je pouvais sentir déjà que mon esprit était plus posé, plus ouvert, et aussi que j'avais pu commencer à me connecter en profondeur à mes zones d'ombre, à pouvoir guérir aussi certaines blessures. Qu'est-ce que tu appelles une zone d'ombre? Une zone d'ombre, c'est une zone, c'est quelque chose qui nous possède, qui peut être une peur, une émotion refoulée, toutes des choses qui n'ont pas pu s'exprimer. Donc que l'on met dans le grenier, que l'on met à la cave pendant des mois, des années,
et qui néanmoins continuent à nous influencer d'une façon cachée, parce que même si on ne veut pas les voir, elles sont là. Et du coup, se connecter à ces zones d'ombre, c'est apprendre à amener de la lumière dans ces zones en les accueillant et peut-être avec une bienveillance, avec une ouverture et en permettant aussi à la blessure qui est derrière ou à ce qui a été protégé, à la vulnérabilité qui est derrière, de se libérer, de se guérir, un petit peu comme lorsqu'on laisse remonter les ballons à la surface de l'eau. D'accord, quand tu dis mettre en lumière, est-ce que c'est de ressentir pleinement l'émotion, de mettre en mots un événement ou une croyance? Alors, ça peut passer par tout un tas de choses. Ça peut passer par réaliser effectivement qu'on peut être piégé dans des croyances sur soi-même, sur le monde, sur la vie. Par exemple, dans ma retraite, il y avait quelqu'un qui aimait bien me titiller. Il sortait des blagues, il taquinait, des choses comme Oui, ça. mais pas forcément de façon sympathique. D'accord. Appuyer sur le point sensible. Et souvent, comme il le faisait, lui, pas avec une bonne intention, et avec parfois un peu d'agressivité, j'avais tendance à ne pas vouloir écouter ce qu'il disait en me disant de toute façon, c'est juste, il m'envoie juste une pique, je mettais le bouclier, c'était tout. Et puis un jour, j'ai décidé de laisser passer la charge, on va dire, agressive, mais d'essayer d'écouter le fond de ce qu'il était en train de me dire. Et est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de juste dans ce qu'il était en train de me dire sur moi que je ne voulais pas voir? Est-ce que tu t'en souviens un peu ou tu peux partager sur quel aspect il te taquinait, titillait? Par exemple, oui, quelque chose me revient en tête. J'ai été d'un tempérament assez proactif, assez au sens par rapport aux choses de la vie en communauté. J'ai été force de proposition, j'aimais bien organiser. Et souvent, par exemple, dans ce genre de choses, il pouvait m'arriver de ne pas laisser suffisamment de place ou d'espace aux autres pour pouvoir eux aussi exprimer ce qu'ils avaient exprimé. Il pouvait y avoir comme une forme un peu d'orgueil aussi que je vivais. Alors moi je pensais que c'était pour le bien de la communauté, donc je pensais que mon intention était bonne, mais je me rendais pas compte en fait que j'étais pas à l'écoute, que je laissais pas de place aux autres aussi, ni pour exister, ni pour faire forcément pouvoir aussi exprimer ce qu'ils avaient exprimé. Et par exemple, ça a été une des enseignements que la difficulté avec cette personne m'a donné, de voir, ça a été de me rendre compte que, oui, peut-être aussi que c'est bien aussi parfois de laisser un peu d'espace à ce que l'autre puisse exprimer son point de vue, de pouvoir entendre, l'écouter et pas soi-même partir bille en tête en pensant qu'on a forcément raison, en pensant que c'est forcément comme ça. Donc là, c'est juste un petit exemple de choses que j'ai été. Donc on peut effectivement à la fois remettre en question des croyances sur soi, sur son monde, et puis aussi en profondeur se guérir de blessures intérieures parce que on les vit, parce qu'on dans cette qualité de présence d'accueil, de présence dans lequel on se laisse toucher par sa blessure, sa souffrance. On arrête de lutter, et c'est véritablement le fait d'arrêter de lutter qui guérit, qui libère, et il faut aller jusqu'au cœur, jusqu'au noyau. Et très clairement, il y a eu aussi des choses que la retraite m'a permis si ce n'est de guérir complètement, en tout cas de commencer à guérir. Et après, bien sûr, le chemin continue. La retraite, c'est pas une fin en soi, c'est juste une parenthèse dans le chemin, mais le chemin, c'est le chemin d'une vie. Merci d'avoir suivi cette première partie de cet entretien avec Pierre Lançon. Pour découvrir son livre Méditer dans la nature, il vous suffit de cliquer sur le lien sous la page de cet épisode. À très vite pour la seconde partie de mon entretien avec Pierre Lançon, Méditer dans la nature.